Je parle de l'exemple de la situation de Brazzaville. Brazzaville prend la décision d'expulser les Congolais. Nous avions nous-mêmes, Congolais ici, annoncé par nos instances de la police que la majorité des jeunes nous ont échappé, ils ont fui à Brazzaville. Ce n'était pas passé par une commission diplomatique pour qu'on arrive à annoncer des choses comme ça. Une accusation que le Congo-Brazzaville est en train de recevoir les malfaiteurs. Ils nous ont montré une quarantaine de jeunes qu'on a arrêtés et qu'on a renvoyés. Pendant la période que les négociations se tenaient à Kampala, au moment où ça avait beaucoup évolué, nous suivions toujours dans la presse, on a vu les rapprochements entre Congo-Brazzaville et le Rwanda. Des manifestations, des visites. C'est Kagame qui est venu à Brazzaville, c'est Sassou qui est parti là-bas, des grandes démonstrations. Et à Kampala, le Rwandais retenait leur souffle, reculait, il n'avançait pas avec les dossiers. Qu'est-ce que cela cachait? C'est notre service de renseignement qui devait ouvrir l'air et comprendre quel type de relation qui est en train de se tenir entre le Congo. On a élargi les membres qui composaient le comité, je pense, des pays des Grands Lacs. On a pris l'Angola, on a pris Congo-Brazzaville, on les a ajoutés. Oui, mais ce sont des éléments nécessaires parce que ce sont des éléments nécessaires. On les a ajoutés dans la liste. Ces gens sont membres des Grands Lacs par quoi? Les conflits qui nous opposent au Rwanda, au Burundi, à l'Ouganda, a toujours été réglé entre nous. Ces gens s'y mettent là, ils ont élargi presque le droit de veto. Quelle est votre question précisément? Non, c'est un point de vue que je donne. Je ne pose pas une question. Je faut observer. Et en dehors de ça, pour vous démontrer la faiblesse de notre État, le Congo renferme 80%, je pense, des forêts de l'Afrique centrale. Et il y a une conférence sur l'environnement qui se tenait à Copenhague. Il y avait deux personnes entendues les plus importantes. C'est Lula du Brésil et Congo-Kinshasa. Nous étions absents. C'est Congo-Brazzaville qui a représenté nos intérêts. Et les sièges de certaines institutions qui gèrent cette histoire sont à Brazzaville. Il y a encore, je pars vite, pour l'immigration, 60% le Congo est le pays qui a le plus d'immigrés aujourd'hui à travers le monde. Vous avez ici en Afrique même, quand vous prenez la Zambie, vous prenez le Congo-Brazzaville, vous prenez l'Angola, ce sont des ballons d'essai. On est en train de voir comment le Congo peut réagir. Merci beaucoup, M. José Kalonda. On est vraiment concerné. Merci pour, en tout cas, votre point de vue. Oui, j'en ai beaucoup, mais là, vous y allez vite. Le temps parce que les choses qu'ils disent, ils disent des choses d'actualité, mais ils ne remontent pas les éléments qui ont préparé ces dégâts que nous sommes en train de subir. D'accord, merci beaucoup, M. José Kalonda. M. Ramazan Lucien Kayou, vous êtes étudiant en philosophie à l'UCC. Rapidement, en quelques mots, quelle est votre contribution dans cette émission? Ça nous permettra j'ai peut-être deux questions à poser en rapport avec la situation de Congolais qui ont été expulsés à Brazzaville, de Brazzaville. Je commencerai peut-être par cette citation de Terence. Je suis homme, et rien de ce qui touche l'homme ne m'est étranger. Donc, je suis Congolais comme ceux qui ont été expulsés au Congo-Brazza. Et la question que je me pose, quelle est la valeur de l'homme, surtout quand il est Congolais? C'est ça la question que je pose. Et la deuxième question, c'est, je ne vais pas savoir si je vis en enfer ou je vis au paradis. Je sais que je vis au Congo, RDC. Je voulais poser une simple question. Combien d'étudiants finissent par an et combien sont embauchés pour savoir quelle est la situation ou quel est l'état du Congo? Non, en finissant, je dirais, arrêtez de nous former. Nous serons trop musclés. Nous ne serons pas à la mesure du combat qui sera demain. Une véritable bombe à retardement. Merci bien. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Mouchagaloussa Bertin, vous êtes également étudiant en philosophie à l'Université catholique du Congo. Du Congo, oui.
note déjà. Toutes ces préoccupations, ça va nous permettre de chuter. On ne peut pas préciser telle question de l'adresse à telle. Ah, d'accord. Oui, merci. Peut-être qu'il faut que je précise ma question. Hein. Ma question s'adresse au conseiller, Monsieur Kabila. Voilà. Voilà. Ma question s'adresse à lui. Et aussi la constatation de dire, pour l'opposition aussi, parce qu'on n'est pas en enfer, on est au Congo dans un état réel. Nous sommes là. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Ma première question s'adresse au conseiller du président, Galele. Kambila, voilà, je m'excuse. Oui, allez-y, rapidement. Voilà, Voilà, je m'excuse, c'est à M. Kambila. Il a parlé... S'il vous plaît, on a plus assez de temps, oui, allez-y. Voilà, s'il vous plaît. Dans les rapports RDC Congo-Brazza, il a parlé des relations diplomatiques douteuses, mais il n'en a pas dit plus. Et je me demande, est-ce que tous les points qui ont été soulevés ne trouveraient pas réponse dans cette explicitation que je demande à M. Kambila? Relations diplomatiques douteuses, ça sont ces mots, entre RDC et Congo-Brazza. Si j'ai bien, à moins que je me trompe, à moins que j'ai mal compris. La deuxième question, je pense qu'elle concerne tout le monde. Oui, elle concerne l'opposition et la majorité, et même la société civile. Tous sont d'accord que les manières, les modalités n'étaient pas bonnes dans la façon d'expulser nos compatriotes. Et je me demande, dans les liens que je ferai par rapport à l'immigration, en montrant d'abord que je ne partage pas complètement le point de vue de l'opposition qui pense que le Congolais va toujours parce qu'il manque de quoi vivre au Congo. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Mais je voulais aussi comprendre dans cette modalité, qu'est-ce qui s'est fait concrètement? L'opposition accuse la majorité qui se défend. Et je me demande, l'opposition et la société civile, à leur niveau, est-ce qu'ils ne peuvent rien faire en acte que des paroles? Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour aider nos frères là? Et par rapport à la majorité... Deux questions. Oui, non, c'est pas moi. Toujours par rapport aux modalités. Ils reconnaissent. On court vraiment derrière le temps. Oh, merci. Okay. Voilà. Nous continuons. Monsieur Tati Mouakoupemba, vous êtes doctorant en philosophie. Merci. Je crois que je m'en vais directement à Monsieur Kambila et Monsieur Atundu. Et d'abord sur la question de la forme de l'État. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, on se déploie partout? On déplore toujours que la RDC est un État faible. Parce que nous n'arrivons pas, à vouloir défendre nos intérêts à l'extérieur. Je crois aujourd'hui, si nous voulons avoir un État fort, il faut que nous ayons une diplomatie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas une diplomatie? Tout à l'heure, là, l'ambassadeur Atundu a salué la mémoire de M. Justin-Marie Bomboko, qui fut le père de notre diplomatie. Mais je me demande qu'est-ce qu'il nous a légué si aujourd'hui on a cet État à la faible. Les États-Unis, on a parlé par exemple d'Henry Kissinger, vous connaissez l'histoire très bien, qui a défendu la diplomatie. Mais aujourd'hui, chez nous, qu'est-ce qu'on a exactement? Oui, et dernière question. Une deuxième question, c'est pourquoi les Congolais vont toujours à l'étranger? Vous la posez à qui? À M. Kambila et M. Atundu. Pourquoi nous voulons aller toujours à l'étranger? Et pour le deuxième palier de questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, on est... Oui, justement sur la possibilité de la révision constitutionnelle. Oui, allez-y rapidement. Est-ce que la révision constitutionnelle qu'il s'agit ici, c'est pour garder toujours le pouvoir ou pour maintenir, pour donner la possibilité au président en place de briguer encore un autre mandat comme Bouteflika a fait? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jean Damascène, également, vous êtes doctorant en philosophie. Votre intervention, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Mais avant de dire quelque chose, de poser mes deux petites questions à l'ambassadeur Atundu et au conseiller du chef de l'État,
et une très petite aussi à la société civile. J'aimerais dire merci au plateau politique parce que vous nous formez beaucoup, surtout en nous mettant les politiciens au moins 2 fois à la semaine en face sur l'actualité. Et aujourd'hui, c'est une très grande opportunité de nous mettre aussi en face d'eux, pas seulement devant la télé. Donc, grand merci et courage. Merci beaucoup. Alors, vu certaines interventions nous faisaient rire, surtout sur la situation de Brazzaville. Mais à mon sens, nous devrions pleurer, parce que la situation est très regrettable, très révoltante, et c'est vraiment dommage ce qui nous arrive. Mais ce n'est pas aussi étonnant. Vu la façon dont nous sommes gouvernés, ce n'est pas aussi étonnant que ce qui arrive. Alors, ça, c'est entrer dans les détails, surtout quand je vois qu'on ne fait que signer des accords au niveau économique. Il n'y a pas longtemps, c'était la COMESA, il n'y a pas... L'accord cadre parle même de la CPG, la revitaliser. On dirait que nos relations ne sont que des relations économiques et aucune relation humanitaire ou humaine avec d'autres pays. Alors je me demande quelle est notre politique sociale. Est-ce que vraiment, au Congo, on ne peut pas dire que notre politique est en contradiction avec elle-même, jusqu'à dire que nous avons une politique étourdie, voire même une anti-politique dans la gestion de la cité. Deuxième question, c'est concernant ce que les conseillers disaient que le PPRD a le droit de conserver le pouvoir. Je ne sais pas s'il n'y a que le PPRD qui a le droit au pouvoir au Congo, ou bien tous les partis politiques ont le droit et doivent se mettre dans les jeux. Et si ce droit est au PPRD, qui leur a donné ce droit? Je ne comprends pas. Je pense que c'est un excès peut-être. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a choqué. Et je pense que le PPRD n'a pas ce droit, mais il doit se mettre aussi dans les jeux comme tout le monde. Et alors, comment gagner le pouvoir? Comment? Par élection, par nomination, J'aimerais vraiment qu'on y retourne. Et pour finir, avec la société civile, quand on parle, on insiste trop, société civile et même opposition, on insiste trop que nous sommes dans l'enfer. Je me demande que ce n'est pas aussi une possibilité ou bien une façon de nous encourager à quitter, parce que tout le monde doit quitter l'enfer. Et quand vous insistez sur un Congo enfer, vous nous dites quittez, allez chercher le dollar ailleurs. Une vision pessimiste. Très pessimiste. Merci beaucoup, Jean Damascène. Et enfin, bienvenue Koubi, qui est bachelier en philosophie et professeur aux humanités. Votre intervention, puis on clôture. On prend les invités qui ne se sont pas encore exprimés, et puis on continue. Je voudrais avant toute chose remercier le plateau politique pour cette ouverture d'esprit. Vous êtes toujours prêts à comprendre ce qui pense réellement la population. Parce que trop souvent, les politiciens restent au niveau de spéculations. Trop de théories, comme on a écouté ici, mais en réalité, les besoins de la population échappent à ces spéculations. La question que je pose à M. Kambila, je crois, le conseiller du chef de l'État, et en même temps l'ambassadeur à Tumbu, va-t-on parler, quand on parle d'expulsion massive des Congolais qui venaient de Brazzaville, vous ne faites que incenser le gouvernement. Vous comportez en turféraire. Personne de vous a pris part pour condamner à un certain degré la part de responsabilité de notre pays. Vous êtes là comme le turféraire, on ne sait que justifier ce qui est arrivé sans tirer la part de responsabilité de notre gouvernement. Et la question que je vous pose aujourd'hui, êtes-vous content de la politique sociale de votre gouvernement? Vous pouvez vous dire que vous êtes content de ce qui se passe. Quand on sait ce que le peuple est aujourd'hui. Vous vous réjouissez aujourd'hui avec la politique sociale de votre gouvernement? La deuxième question, je pose ça, elle est relative à la révision constitutionnelle. C'est une question posée d'une part au professeur Kalele et maître Bouanga et à la société civile. Je veux d'abord vous rappeler que vous n'êtes pas les propriétaires du pouvoir, vous êtes des mandataires. Et ceux qui vous ont mandaté, c'est le peuple. Et la question relative à la révision de la Constitution. Moi, je pose la question. C'est vrai que M. Kambila a dit qu'il n'y a pas eu, oui c'est sérieux, il n'y a pas eu de réunion en Bandaka pour des révisions constitutionnelles, mais s'il y en aura plus tard, la question que je vous pose, quel impératif catégorique que court notre pays aujourd'hui pour
que nous puissions réviser nécessairement la Constitution. Qu'est-ce qui arriverait de pire si nous attendions jusqu'à 2016 pour réviser la Constitution? Merci. Merci beaucoup. Nous avons un échantillon ici de notre public. Adolphe, moi, je crois que nos invités peuvent déjà commencer. J'aimerais qu'on commence directement parce que chacun, par le prof, comme ça on va essayer un peu de racoler le morceau pour terminer l'émission. Rapidement, professeur Mathieu Kalele, on n'a pas assez de temps avec le peu qu'on aura à dire pour nous permettre de terminer l'émission. Oui. C'est une bonne initiative que d'avoir fait venir les jeunes gens que nous avons là avec un patriarche pour dialoguer. C'est extrêmement important. Si je dois réagir, je dirais deux choses. Premièrement, il ne faudrait pas que la jeunesse croie qu'elle doit jouer le rôle des spectateurs. Il faut agir. Je vois là un parterre des philosophes qui savent que Marx, répondant à Feuerbach, la philosophie n'a fait qu'interpréter le monde. Il faut la transformer. Toutes vos questions là, c'est l'interprétation du monde. Il faut vous impliquer. Je vous rappelle qu'en 1966, il y a eu la révolution culturelle en Chine. C'était la jeunesse. Qu'en 1968, en France, mai 68, qui a fait tomber De Gaulle, c'était la jeunesse. Je vous rappelle qu'en 69 et 71, Mobutu a beaucoup souffert à cause de la jeunesse estudiantine. De l'Ovanium à Lubumbashi, un peu partout. Voilà, soyez acteurs et non spectateurs. Nous avons déjà l'emploi. C'est vous qui cherchez l'emploi demain. Donc il faut vous battre pour améliorer la situation. Enfin, à la question que vous avez posée en philosophe là-bas, voici notre point de vue concernant la révision constitutionnelle. L'histoire est nécessaire. Autant en 1985, il y a eu ce qu'on a appelé les militaires au pouvoir dans le tiers-monde, la création de dictatures à travers tout le tiers-monde. Autant aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au même phénomène, la création des présidences à vie. Ce qui se passe au Congo, c'est Brazzaville, à Brazza, vous entendez aussi la révision. Au Burundi, en Algérie, il y a même un grabataire qui est passé pour la révision constitutionnelle, etc. Donc, ici, c'est un phénomène mondial de retour à la dictature. Au Congo, on peut faire des discours. Cette révision vise à accorder à Kabila un 4e mandat et une présidence à vie. Merci. Le reste, là, c'est du français. Il y a encore 3e mandat, professeur Kalele. 4e mandat, il a un mandat que nous n'avons pas compté. D'accord. Okay, 61, 66, nous n'avons pas compté. On lui a fait... S'il n'était pas né, s'il vous plaît. Non, 2001, 2001, 2006, nous lui avons donné ça gratuitement. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Norbert Yamba, vous n'avez pas encore parlé. Il y a quelques questions qui vous ont aussi concerné. Quelle est votre réponse à ce sujet? Merci pour l'initiative. Merci également pour cette approche innovante. Il faut davantage la mûrir pour que véritablement cela se fasse comme il se doit et avec plus de rentabilité. À ce qui concerne certaines préoccupations, d'abord la préoccupation qui est revenue plusieurs fois, c'est celle de dénommer le Congo comme un enfer. Il me semble qu'on est en face des philosophes et les philosophes sont porteurs de grandes idées. Chaque concept est polysémique. Et il faut prendre le terme, le concept, il faut l'articuler et l'intégrer dans le contexte qu'il est utilisé. C'est une image qui montre qu'il y a la pauvreté, une image qui montre que les services de qualité ne sont pas offerts à la population, une image qui montre que véritablement les gens survivent au lieu de vivre.
Et c'est cela. Et cela n'est pas l'occasion, naturellement, de demander aux uns aux autres de quitter. Bien au contraire, ça interpelle ceux qui sont censés gérer les patrimoines nationaux pour qu'ils s'impliquent dans l'essence de pouvoir résoudre ces préoccupations. En ce qui concerne la révision constitutionnelle, c'est vrai qu'on a écouté la majorité. Je suis d'accord que, effectivement, de leur droit de vouloir conserver le pouvoir, étant donné l'obéissance aux principes qui existent, conquérir, exercer, conserver. Un pouvoir s'acquiert et lorsqu'on l'a, il faut savoir les conserver. Monter des stratégies pour le faire, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais monter des stratégies immorales, irresponsables, qui consistent véritablement à remettre en question la dynamique qui a été mise en place, qui véritablement relève d'un consensus national qui a été trouvé. Ça, c'est vouloir amener le pays dans la dérive dictatoriale. Et c'est ce que nous contestons. Et d'ailleurs, il y a des signaux très forts. Signaux très forts, pourquoi? Je cite le président. Vous avez entendu en 2009 comment on a parlé de la révision constitutionnelle. Le président de la République, devant le Congrès, en 2010, il a dit « Niet, il n'y aura pas de révision constitutionnelle ». Il a été applaudi. En 2011, parce qu'il y a une dynamique qui a été amorcée avec l'arrivée de l'UDPS dans la course, immédiatement, on a révisé la Constitution, même si le président avait annoncé solennellement devant l'opinion nationale et internationale qu'on ne révisera pas. Et pour tout compte fait, nous voyons les signaux. La CNI, qui est un organisme d'exécution, encore qu'elle dispose de personnes de paille du pouvoir qui véritablement veulent activer le schéma opératoire, montre qu'il faut des élections au suffrage indirect. Merci. Soutenues par la majorité, vous vous imaginez? Merci soutenues beaucoup. Par la majorité, et ils vous disent tout le temps que non, on va respecter la Constitution. Ça veut Merci dire quoi? beaucoup. Ça veut dire, et je termine, s'il te plaît, je termine. On va respecter la Constitution, ça veut dire en fait il y a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir pour que véritablement on change l'article 220. Merci beaucoup, Norbert. Pour qu'on aille vers la population qui d'ailleurs ne comprend pas les enjeux. Et voilà. C'est l'occasion de donner un troisième mandat et cette conservation véritablement s'installe. C'est ça en fait, c'est ce que ça veut dire, et la responsabilité qui vous a été donnée par le professeur Kalele, il faudrait que vous puissiez affirmer votre leadership pour comprendre que notre pays c'est le nôtre, c'est notre plantation, c'est notre église, nous ne pouvons pas la laisser disparaître simplement parce qu'il y a des gens qui ont besoin véritablement de le gérer, encore le gérer avec quelle vitesse, avec quelle performance. Et ça, c'est à votre droit de pouvoir apprécier. Mais j'estime que ça n'arrivera pas si vous décidez pour que ça n'arrive pas. Encore qu'il faut sortir de logiciel. Merci beaucoup. De prêtres en train de crier simplement, mais il faut rentrer dans les actions. Merci beaucoup, Norbert Yamboué. C'est agréable de vous écouter. Joseph Kapika, vous avez également des questions aussi. Rapidement, en 1 minute. Que nous sommes à la fin de l'émission. C'est une façon de clôturer aussi. Je regrette tout simplement du fait qu'un des co-débatteurs a réagi à mes propos. Vous ne m'avez pas donné l'occasion de réagir au sien, car cela ne tienne, on verra la suite. Kabila n'est pas vomi. Je vous ai dit que j'allais vous faire une révélation. Les capitales occidentales ont diligenté une enquête à travers tout ce pays. Voici en résumé les conclusions. 1. 92% de la population congolaise n'aime pas Kabila. 2. Le 8% qui sont avec lui le sont pour leurs intérêts personnels. C'est ce que nous appelons les ventriotes. Mais ça, c'est pas public. Ils ne le suivent pas. Vous êtes journaliste, je l'ai dit à haute voix. Battez-vous pour retrouver l'enquête. Kabila, c'est un habitué de chancellerie qui a eu prendre les résultats de cette enquête. Ça existe. D'accord, oui. Terminez. Je n'ai pas l'habitude de mentir. Chaque fois que j'ai dit quelque chose ici, on m'interrompt. Mais on finit par me donner raison. Qu'ils ne le suivent pas pour des raisons idéologiques. 3. Le pays est au bord de l'explosion parce que tout le monde en a marre. La misère a dépassé les limites du tolérable. Si cette explosion commence, au bout de quelques heures, c'est tous les pays qui s'embrasent et les 8% là vont rejoindre les 98%. Merci beaucoup. Révision, Kabila, j'ai menti, je ne peux pas dire. Non.
Quand Kabila était interdit d'atterrir à Bruxelles, nous étions au-dessus au cours d'un débat. Je vous ai demandé, plus le co-débatteur, d'appeler Bruxelles pour savoir ce qui s'est passé. J'espère que vous l'aviez fait. Révision de la Constitution. On n'en a pas parlé en banda. Mais mes chers amis, vous pensez qu'un minable, kabiliste jusque dans la moelle épinière, qu'un Gokine là que grâce à Kabila, peuvent inscrire à l'ordre du jour de 2 chambres la question de la révision constitutionnelle comme ça? Non, non. Voilà, on sait qui ment. Laissez de côté 2016. Nous l'avons dit ici. Ceux qui nous suivent savent que mon ami, mon frère Kambila là, ment comme il respire. Merci beaucoup, Joseph. Voilà, il vient de dire, laissez de côté 2016. Ce n'est pas leur préoccupation. Ils ont un agenda caché. L'enfer, mes chers amis. Si tu es bien, ça va. Mais la grande majorité du peuple congolais vit en enfer. Merci. Vous connaissez cette anecdote? Kassavubu, Mobutu, Kabila, Laurent, qui sont dans l'au-delà, qui vont dans une cabine téléphonique avec d'autres dirigeants du monde. Tout le monde appelle. Ils ont tellement appelé qu'ils croient qu'ils vont payer beaucoup. Et on leur dit non, non. Vous avez Kapika, on a déjà largement dépassé le temps de notre émission locale. S'il vous plaît, M. Joseph Kapika. Ambassadeur Alain Atundou, vous avez des questions de la part de notre public. Vous réagissez en 1 minute, ça nous permettre de clôturer. On est vraiment coincé par le temps. Bon, je vais essayer de conclure aussi. D'accord. Donc vous permettez que je donne une petite opinion sur la diplomatie. La gouvernance diplomatique n'est pas une gestion émotionnelle des relations entre États. Il faut toujours garder en toutes circonstances